ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que c'est la dégradation de la France. Quelque part, au-delà d'un vol de bijoux, ce sont les bijoux de la couronne qui représentent la monarchie française, qui est l'essence de la France. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler du cambriolage qui s'est déroulé ce dimanche 19 octobre au Louvre. Pour traiter de cela aujourd'hui, je reçois Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter en détail ce qu'il s'est passé peu de temps après l'ouverture du musée ce dimanche ? Alors, je vais le répéter parce qu'on l'entend un petit peu dans toutes les émissions d'actualité dans les médias, mais 4 personnes à l'ouverture du musée du Louvre utilisant un chariot élévateur pour percer une des fenêtres de la façade du Louvre, rentrer et en l'espace de 4 minutes s'emparer de 8 joyaux de la couronne dans la salle Apollon, qui est une des salles les plus prestigieuses de ce musée du Louvre. Voilà, c'est une prouesse au niveau de l'histoire du banditisme, avec aussi le fait qu'on ne les ait pas retrouvés, qu'ils aient réussi à s'évaporer dans la nature. Mais surtout, ce qui est assez incroyable, c'est pas tant qu'ils aient réussi ce braquage, qui n'est pas quelque chose de très sophistiqué en soi. Quand on y réfléchit, on est sur vraiment une audace incroyable, un service de sécurité déficient, des alarmes qui n'étaient plus installées, parce que le public allait rentrer à ce moment-là. Et donc, ils ont joué très finement sur une sorte de faiblesse dans le dispositif sécuritaire du musée du Louvre pour pénétrer et puis pour s'emparer de ces fameux joyaux de la couronne de France, avec des diadèmes de la duchesse d'Angoulême, des choses extrêmement précieux de la reine Amélie, la fameuse couronne qu'ils n'ont pas pu emporter, qu'ils ont jetée de l'impératrice Eugénie. Ne serait-ce que cette couronne, par exemple, contient 1354 diamants et 56 émeraudes. Ça vous dit un petit peu la richesse en termes de pierres précieuses qui peut figurer dans les objets qu'ils ont dérobés. Et le risque, c'est là où c'est effectivement un cambriolage audacieux, mais en même temps, la chose la plus triste, c'est que ça risque de partir à la découpe et qu'on vende les diamants et les émeraudes séparément et que ces trésors de l'histoire de France disparaissent à jamais. Alors Régis, comment est-ce que ces hommes ont procédé pour ce cambriolage et à votre avis, quel profil d'homme est réellement derrière cette opération ? Écoutez, je pense que c'est à peu près le même profil que ceux qui régulièrement attaquent les bijouteries de la place Vendôme. C'est assez classique. Ils profitent. Alors peut-être ont-ils eu des complicités en interne. Peut-être aussi ont-ils profité des carences sécuritaires du musée du Louvre. On sait que Emmanuel Macron avait martelé qu'on allait justement développer cet aspect et protéger les trésors nationaux. Visiblement, ça n'a pas été fait. Et je vais citer l'élu communiste de Paris, Yann Brossat, qui hier expliquait que quelques 200 personnels du musée du Louvre sont partis et que parmi eux, effectivement, il y a des équipes de sécurité qui ne sont plus là aujourd'hui. Et donc, il y a ces carences. Et le drame de cette histoire n'est pas tant l'audace des cambrioleurs qu'on remarque, le profil effectivement des gens sans doute qui n'en sont pas à leur coup d'essai, des grands bandits. Maintenant, je n'ai pas exactement leur pédigré, mais il y en a quand même pas mal dans nos prisons qui leur ressemblent. Et au-delà de ça, c'est l'État qui est attaqué. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que c'est la dégradation de la France. Quelque part, au-delà d'un vol de bijoux, ce sont les bijoux de la couronne
qui représente la monarchie française, qui est l'essence de la France, hein, même si il faut rappeler quand même qu'en 1788, les révolutionnaires avaient cherché à se débarrasser de ces joyaux et que depuis 1788, des musées comme le Louvre investissaient pour récupérer les joyaux de la couronne française, dont certaines pièces sont encore aux mains de privés depuis la Révolution française. Donc si vous voulez, c'est pas quelque chose qui a été toujours sacralisé, mais ça représente l'essence de la France, et c'est là où c'est fort dommageable, et c'est là où on ne peut que déplorer le fait qu'on n'ait pas un État suffisamment fort pour protéger ce qu'il le fait dans ses fondements, ce qu'il a fait historiquement, spirituellement aussi, et donc de ce point de vue-là, on ne peut que le regretter. Bah alors justement, ce qui est assez choquant, c'est que cela a été fait sous les yeux de tous et de manière pas si professionnelle que ça, puisque je le rappelle, ils ont utilisé des tronçonneuses. Qu'est-ce que cela dit aujourd'hui des dispositifs de sécurité en France ? Michel Onfray a résumé en disant aujourd'hui avec une disqueuse et quelques clous et un mont de charge, on peut repartir du Louvre avec la Joconde sous le bras. C'est un peu exagéré, mais ça correspond, c'est à peine exagéré, pardon. Et qu'est-ce que ça dit ? Mais ça dit que là, il y a vraiment une carence sécuritaire extrême. Et également, il y a aussi la question que une autre personne, je ne sais plus qui malheureusement, notait, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des personnels de sécurité, on a aussi des gens qui vivent au quotidien chez eux, dans les banlieues, au contact du banditisme nouveau. C'est-à-dire qu'ils dorment au même endroit que les braqueurs. C'est-à-dire, le personnel de sécurité et les braqueurs dorment au même endroit en banlieue. Et donc, évidemment, il y a une proximité aussi, et que peut-être que ces individus, pour avoir l'information sur la question des alarmes et sur la question de l'arrivée du public dans la salle, pour pouvoir faire leur opération juste à ce moment-là, ont peut-être été renseignés par des gens en interne. Là aussi, c'est un problème grave que je pense l'enquête résolvera, mais effectivement, on a l'impression d'être dans Arsène Lupin. On revisite tout ce qu'on a vu, mais c'est même pas Mélodie en sous-sol. Ils n'ont pas progressé dans des tunnels d'aération pour arriver sur la salle des coffres, découper la salle des coffres. Non, ils ont découpé une fenêtre, ils sont rentrés, ils ont découpé des vitres et ils sont repartis. Voilà. Alors aujourd'hui, les banques sont plus protégées que les musées. C'est assez dingue. Et qu'est-ce que cela dit des priorités du pays en ce moment ? Écoutez, ça veut dire que si les musées ne sont plus protégés, que les banques soient protégées, on va dire c'est normal, mais que les musées ne le soient plus, c'est là où on constate, on ne peut que déplorer une dégradation de tout ce qui nous relie à l'idéal national et à notre passé. Et je pense que là aussi, il y a une question de priorité et une question de tâche qui n'a pas été accomplie. On peut s'interroger, il y a quelques années, je me souviens à propos du château de Versailles, il y avait eu des programmes de rénovation parce qu'un certain nombre de salles, c'est pour vous dire que ce n'est pas ancien, mais un certain nombre de salles du château de Versailles étaient restées dégradées, d'ailes entières du château de Versailles étaient restées très dégradées. Heureusement, quand on sait quand même que c'est là où le problème, à mon avis, est doublement douloureux pour la France, c'est que ce ne sont pas des petits musées. Je vous parle du château de Versailles et ses salles dégradées. Je vous parle du Louvre, on peut rentrer en utilisant un mont de charge et en cassant une vitre. Ce sont les monuments les plus visités au monde. C'est des millions et des millions de touristes. J'entendais une touriste américaine expliquer qu'elle trouvait incroyable que des cambrioleurs puissent en plein jour s'attaquer au Louvre, que pour elle c'était presque une hérésie. Quand on sait comment les musées sont protégés aux États-Unis, dans plein d'autres pays, je ne dis pas que c'est impossible de le faire ailleurs, mais là, si la raison du succès de ce cambriolage, c'est l'absence de personnel de sécurité, de défaillance dans la surveillance
électronique et dans le système de surveillance du Louvre, c'est lamentable et il faut qu'il y ait des responsables et qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient, jugés pour ça. Ce n'est pas possible que la France puisse continuer à se faire humilier. C'est une humiliation. Et Dieu sait si en ce moment, on a l'impression que la France recule un peu dans tous les domaines. Bon, pour terminer, Régis, est-ce qu'on peut quand même garder espoir que ce butin d'une valeur inestimable soit finalement retrouvé ? Qu'il soit vite retrouvé, parce qu'à partir du moment, comme il est d'une valeur inestimable, il ne sera pas estimé ni revendu, à moins qu'un collectionneur accepte de s'en procurer un exemplaire sans le montrer, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, il devient complice d'une chaîne de recel d'objets de valeur et de patrimoine, du patrimoine français. Il est quasiment impossible que si les ravisseurs de ce butin veulent qu'il soit écoulé, qu'ils ne le détaillent pas en pièces. Et c'est là où c'est terrible, c'est que le plus tard ça arrivera, le plus de chance on aura que de voir ces joyaux dépecés et revendus à la pièce, émeraude par émeraude, diamant par diamant, alors que ce sont des objets uniques au monde, et uniques au monde en plus parce qu'ils nous relient à notre passé, à la monarchie française et à l'histoire de France et à la France tout simplement. Merci beaucoup Régis pour cette émission. Merci Joséphine. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous dit à très bientôt.